Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Bonjour à tous mes très chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver enfin pour une nouvelle émission avec une magnifique invitée aujourd'hui dans votre émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel sur Radio Médecine Douce. J'ai grand plaisir d'accueillir donc cette jeune femme qui très tôt dans sa vie a eu un besoin vital de répondre à une question très très importante. Comment fait-on pour être heureux ? Et oui, une question qui pour elle a vraiment été la question à se poser dans sa vie en fait. Et elle savait que quand elle aurait la réponse, elle en ferait son métier. Et aujourd'hui, après avoir entamé un long cheminement personnel et spirituel, où elle a vécu un grand éveil en 2017, qu'elle va nous raconter, elle a pu maintenant déployer ses ailes et vraiment en faire son métier. C'est une guerrière pacifique, une coach, une conférencière, et j'ai grand plaisir d'accueillir Maïlan Ripoche. Bonjour Maïlan. Coucou Valérie, et puis déjà merci pour cette invitation et cette introduction. Avec grand plaisir Maïlan. Donc je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans mon émission parce qu'en fait on va parler de plusieurs choses qui sont je pense fondamentales aujourd'hui, surtout avec les mois qu'on vient de passer qui sont quand même assez spéciaux, sans précédent même. Et je pense que dans mon émission, j'aime bien vraiment qu'on aborde des sujets qui viennent chercher en profondeur. Tu es vraiment une femme d'une grande profondeur, c'est ce que j'ai aimé chez toi. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment que mes invités te connaissent et voient un petit peu qu'est-ce que tu as pu faire toi dans ta vie pour déployer tes ailes et qu'est-ce que tu fais pour les autres maintenant. Alors, on a une question rituelle dans l'émission. Je vais commencer par cette question rituelle, si tu veux bien, Maïlan. Quel a été ton plus grand réveil, Maïlan ? Mon plus grand réveil ? Ouais. Justement, c'est l'éveil dont tu parles. Donc en 2017, on va dire, ça a été... la question c'est le plus grand. Ouais, je dirais ça. Donc c'était en 2017. Alors c'est une version courte ou version longue ? C'est toi qui es dans le flow. Donc justement en 2017, où pendant une retraite de méditation sur le thème qui suis-je en fait, qui consistait se poser la question pendant 6 jours, à peu près 12 heures par jour. Je devais répondre à la question qui je suis, et je devais ne répondre qu'à cette question-là pendant toute la durée de la retraite. Et en tout cas, je ne sais pas si j'ai trouvé qui j'étais. D'une certaine façon, oui, mais en tout cas, j'ai eu pour moi un premier éveil de conscience. Et après, pour moi, il y a plusieurs degrés. Donc, ça a été un degré, un certain degré. C'est déjà très bien. Ouais. Où j'ai pris conscience que je n'avais rien à faire pour être aimée, que je l'étais déjà par la vie, en fait, en général. Et pour moi, ça a été une énorme prise de conscience. Donc après, si tu veux, je pourrais aller plus loin, c'est-à-dire remonter un tout petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi j'ai eu, moi, cette prise de conscience-là en particulier. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, pour la faire très courte et très simple, c'était moi, c'est plus qu'une révélation, c'est un éveil, vraiment un éveil où, en fait, ce truc qu'on a devant le nez, un peu comme les lunettes qu'on cherche et en fait qui sont déjà sur notre nez. Moi, comme beaucoup de gens, j'avais ce désir, et je l'ai toujours, ce désir d'être aimée, d'être reconnue, et je pensais que ça demandait beaucoup d'efforts en fait pour être aimée, qu'il fallait faire des choses pour être aimée, et notamment que pour être aimée, il faut être une bonne personne. Et lors de cet éveil-là, je me suis rendu compte, parce que c'est pas mental, c'est pas intellectuel, je l'ai vécu dans toutes les cellules de mon corps, que justement, comme je disais, et c'est pas un concept, c'est que je n'ai rien à faire, et nous n'avons rien à faire pour être aimés de manière ultime et de manière profonde, parce que nous le sommes tous, qu'on soit la pire des créatures,
comme la meilleure des personnes, en fait, sur le plan du divin, de la conscience, de l'amour inconditionnel, du grand tout, on appelle ça comme on veut. Sur ce plan-là, en fait, cette présence-là, la vie, tout simplement, nous prend tels que nous sommes. Et ça, je l'ai vu, je l'ai ressenti, je l'ai réalisé, en fait, voilà, pendant une expérience très, très forte, qui a été très, très forte, déjà physiquement. J'ai été transpercée d'amour, en fait, par voilà, une lumière divine, vraiment. Et j'ai été, ça m'a bouleversée au point que voilà, j'en ai pleuré pendant, je pense, je rigolais et je pleurais j'en ai pleuré, rigolé pendant à peu près, je pense, au moins 45 minutes, mais comme une folle, tellement que, comme je disais, c'est ce truc qui est tellement évident, qui est sous notre nez à chaque instant, mais qu'on ne voit pas. Et bien, c'est cette prise de conscience de « oh purée », pour pas dire un autre mot. « Oh purée ». Mais c'est tellement évident. Mais comment j'ai pu passer à côté ? Comment j'ai pu passer à côté de ce truc qui est là à chaque instant ? Et moi qui suis, j'aime bien dire souvent en conférence, hein, la première de la classe du dev perso, moi qui ai fait beaucoup d'efforts et beaucoup de choses pour être parfaite, pour toujours m'améliorer, et bien je me suis rendu compte que, et c'est ça qui m'a fait rire et pleurer, parce que c'était, oh purée, tous ces efforts pour rien, mais vraiment pour rien. Je suis déjà aimée, et que finalement, tout ce qu'on fait dans la vie, si on s'observe et si on se regarde, qu'est-ce qu'on fait ? Et pourquoi on fait les choses ? C'est pour être aimé. On ne cherche que ça. On ne cherche que ça. Moi, la première. Et c'est là où je me suis c'est là où je me suis aperçue que j'avais déployé énormément d'efforts, voilà, pour obtenir cette reconnaissance et cet amour que j'avais toujours, que j'aurai toujours, et que nous avons tous déjà. Et ça, tant qu'on l'a pas réalisé, c'est difficile de le percevoir, en fait. Mais moi, c'est un vrai éveil, une expérience. Tout est là. Alors, c'est vrai j'avais regardé un petit peu ta dernière conférence. Vraiment, c'était vraiment, c'est quoi se choisir ? Parce que finalement, au fond, comme tout est là, est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire, en fait, tout simplement ? Toi, tu as été en méditation, tu dis qu'il ne faut pas faire d'efforts, donc est-ce qu'il faut vraiment aller en méditation, etc. Moi, je pense que nos auditeurs vont se poser la question. Alors, je dois aller méditer et j'aurai un éveil. C'est quoi le truc ? Ouais, tu vois. Oui et non. Développement personnel aujourd'hui. Tu vois, nous, on est la radio du développement personnel. Donc, c'est important de voir à quel moment, effectivement, il y a ce qu'il y a. Tu as raison. Hein, moi, je suis complètement d'accord avec toi. L'essentiel est là. Ça demande aucun effort. Par contre, toi, par exemple, tu as eu cet éveil-là pendant une méditation. Donc, est-ce que c'était faire quelque chose à ce moment-là ou est-ce que c'était plutôt un état d'être où tu as choisi d'être dans un état à ce moment-là de ta vie ? Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là ? En fait, c'est toujours oui et non, en fait. Et puis en plus j'avance dans la vie, plus j'ai du mal à répondre aux questions de manière binaire, parce que c'est les deux en même temps. Et donc, moi, je peux parler que de mon expérience, parce qu'en fait, parmi toutes les personnes qui ont eu des éveils, chaque expérience est différente. La mienne, ça a été mon chemin, ça a été de passer par toutes ces étapes-là, par tous ces stages, par toutes ces thérapies, par toutes ces retraites. Et ce qui m'a permis de m'apercevoir que je cherchais quelque chose qui est déjà à ma disposition à chaque instant. Et donc, d'une certaine façon, je n'ai pas besoin de méditer pour accéder à ça. Il n'y a pas, parce que cette prise de conscience, je veux dire, ce dont je parle, cette présence-là, elle est là à chaque instant. Elle ne se révèle pas que quand on est en méditation. Elle est là même quand on mange, quand on fait la cuisine, quand on est aux chiottes. Elle est là à chaque instant, en fait, cette présence. C'est ça. Justement, est-ce qu'il n'y a pas des couches à enlever, des voiles ? Enfin, tu vois, notre métier, c'est quand même d'être coach. Donc, en fait, on va aller chercher en profondeur des choses parce qu'à mon avis, en tout cas, pour aller à l'essentiel, c'est important d'aller en profondeur parce que dans notre vie, est-ce qu'on ne met pas des choses, justement, des carapaces, des choses qui font qu'à un moment donné, il y a besoin d'aller choisir, d'aller chercher quelque chose. Oui. En faisant tous ces stages, etc.,
Tu as sûrement, sans peut-être t'en rendre compte, je ne sais pas, mais on le voit quand on accompagne, mais on enlève des voiles, des couches, je ne sais pas, des choses qu'on nous met, qu'on prend d'autres personnes ou dans nos lignées, etc. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Voilà. Bah, en tout cas, moi, encore une fois, j'ai eu besoin de me faire accompagner, j'ai eu besoin d'avoir un cadre, en tout cas de créer l'espace. Parce qu'en fait, tout ça pour moi, c'est quoi? C'est créer l'espace, que ce soit un espace d'écoute quand on va en thérapie ou quand on fait une retraite de méditation. C'est que déjà, ça veut dire, pour moi, ça part de l'intention de départ. Quelle est l'intention de départ? Et donc, bien sûr que quand on va voir un coach, quand on fait une thérapie ou quand on fait une retraite de méditation, on le fait parce qu'on a une intention d'aller voir en soi, de se poser, de trouver la sérénité, de trouver la paix, de trouver qui je suis. Et donc, parce que j'ai posé l'intention et parce que ce genre, et notamment cette retraite-là, crée le cadre et l'espace pour que je prenne le temps de me poser ces questions-là et que je prenne le temps d'aller voir en moi, c'est ce qui a permis cet éveil, ou enfin, en tout cas cette prise de conscience de se manifester. Mais, comme je disais, il y a des personnes qui ont des éveils de conscience en conduisant, en faisant la vaisselle. Moi, en tout cas, j'ai eu besoin et j'ai encore besoin de créer l'espace et les conditions réunies pour pouvoir accéder à ce genre d'espace et qui passe par avant tout le silence intérieur. Et moi, dans mon quotidien, je prends moins le temps de me poser, en tout cas pendant plusieurs heures d'affilée ou plusieurs jours. C'est difficile pour moi, parce que je travaille beaucoup et puis je suis passionnée par ce que je fais. Et donc, du coup, j'ai besoin, et c'est un choix de ma part, de créer les conditions et l'espace pour aller d'introspection, en fait. C'est créer ces espaces d'introspection. Donc, c'est pour ça, c'est oui et non. Ultimement, on n'en a pas besoin. Et pourtant, moi, j'ai quand même besoin, en tout cas, on a besoin de créer l'espace et on a besoin à la base de poser l'intention. Et j'ai dire, le plus important, c'est quelle est l'intention qu'on pose. Parce que moi, je suis partie, donc le but de ce stage-là, c'était de trouver qui je suis. Mais là, par exemple, je fais un autre stage où le but, c'est de se reconnecter au divin en soi. Déjà, c'est une autre intention. Oui. Bon, même si tout se rejoint, etc. Mais l'intention, c'est le plus important. Et donc, parce que je vais poser l'intention de me reconnecter, par exemple, pendant une méditation au divin en moi, c'est cette énergie-là que je vais appeler et c'est ça que je vais trouver d'une certaine façon. Je vais finir par trouver. Et donc, le plus important, c'est déjà pour moi de créer l'espace, les conditions pour aller voir en soi. Et surtout, je pense que tout ça, en tout cas, ça passe beaucoup par beaucoup de silence intérieur aussi, pour écouter, voilà, et se dépouiller. Et ça me fait, ce que tu disais juste avant, ça me fait penser à une citation de Rumi que j'ai mis la semaine dernière, d'ailleurs, sur Instagram. Exactement, je ne sais plus, mais c'est quelque chose comme tout ce que nous avons à faire, ce n'est pas de chercher l'amour avec un grand A, hein. Je ne parle pas de l'amour au sens du couple, mais de chercher et d'enlever tous les obstacles qui nous empêchent d'accéder à l'amour. C'est-à-dire que l'amour est déjà là. Et il n'y a pas à le chercher, en fait. C'est déjà là, mais c'est enlever tous les obstacles, tout ce qui obstrue souvent notre vision et notre accès à cet amour qui est déjà là. Et moi, ça a été justement mon expérience de cet amour inconditionnel, vraiment. Et c'est la première fois de ma vie, lors de cette expérience, que j'ai compris, réalisé, encore une fois, par l'expérience, par toutes les cellules de mon corps, ce que voulait dire l'amour inconditionnel. Et ça, c'est vraiment un point qui est hyper important pour moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus et d'incompréhension sur ce qu'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, pour ma part et par rapport à soi, moi, j'ai cru que je pourrais m'aimer de manière inconditionnelle, que quand je serai parfaite, que quand j'aurai plus rien à me reprocher, que quand j'aurai guéri toutes mes blessures et que enfin, je pourrai avoir le Graal de m'aimer enfin pour toujours et pour la vie. Ah là là. Voilà. Et lors de cette expérience, parce que du coup, ce que j'ai pas raconté, c'est que juste avant, en fait, cette réalisation, donc j'étais en dyade, c'est-à-dire en binôme, et en fait, la pratique consistait à se poser la question, donc par deux, dis-moi qui tu es, la personne devait me répondre pendant 5 minutes, ensuite devait me poser la question, etc. Et pendant une dyade, donc juste avant,
je prends conscience que vraiment je touche une source d'amour inconditionnel en moi, quoi. Enfin, en tout cas, une source d'amour presque illimitée. Et là, je me dis, waouh, ça y est, j'ai trouvé qui je suis. Je suis amour. Et je sens que j'ai la force d'amour de Mère Teresa et la compassion du Dalai Lama en moi. Et là, je me dis, waouh, ça y est, j'ai trouvé qui je suis ça, je suis vraiment cet amour et cette compassion infinie. Donc, je suis super contente et tout, ben voilà. Ça, c'est plutôt le genre de prise de conscience, tu sais, qui fait plaisir, qui fait du bien. 15 minutes plus tard, j'ai des images, je ne sais pas pourquoi, d'animaux maltraités dans la tête. Et là, je la fais courte. Et en fait, je suis très sensible à la cause animale. Et je me vois tuer de mes propres mains le bourreau de ces animaux. Mais vraiment. Et là, je suis choquée parce que je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais je me vois, c'est-à-dire que je contacte en moi une force meurtrière. Et là, la prise de conscience que j'ai, c'est waouh, j'ai la force meurtrière d'Hitler en moi. Et là, je me dis, attends, il y a 15 minutes, je me racontais que j'étais Mère Teresa. Et là, je vois que j'ai Hitler en moi. Mais du coup, qui je suis? Je me raconte des salades. Mais qui je suis? Et en fait, je reste dans cet état je vais dire, d'incompréhension. Et je suis complètement paumée. Je me dis, mais en fait, je ne sais pas qui je suis. Je sais pas. Je sais pas si je me raconte des salades en disant que je suis amour. Et en fait, au fond, je suis juste une pourriture. Et je suis juste une meurtrière. Et parce qu'à ce moment-là, je me rends compte que je ne vaux pas mieux que finalement, que je veux défendre des victimes, mais je deviens le bourreau des bourreaux. Donc du coup, où est le bien, où est le mal, où sont les gentils, où sont les méchants, tout se mélange, tout se confond. Et du coup, c'est ça qui m'a amené à, on va dire, une prise de conscience, ensuite qui m'a amené vers cette réalisation et ce contact avec cet amour inconditionnel que j'ai reçu juste après. Mais juste avant, la prise de conscience que j'ai eue juste avant, c'était qu'en fait, et c'est là que j'ai compris, ça m'a grave détendue, que je n'avais pas à choisir mon camp. J'ai pas à choisir entre Mère Teresa et Hitler, c'est que je suis les deux. Je suis les deux et nous sommes tous les deux. Et ça a été une énorme révélation aussi pour moi. Parce que moi qui suis toujours en recherche de perfection, et ben ça m'a énormément détendu, mais vis-à-vis, justement par rapport à l'amour inconditionnel, voilà, parce que c'était ça le point de départ, c'est je n'ai pas à choisir mon camp. Et l'amour inconditionnel, c'est embrasser toutes mes facettes. Et toutes mes facettes, ça ne veut pas dire que le côté lumineux. C'est bien sûr que c'est hyper arrangeant de voir que nous sommes que amour, bienveillance et amour et compassion illimitée. Par contre, c'est beaucoup moins arrangeant de voir que on a aussi Hitler en soi. Et ça, je l'ai vu, je l'ai réalisé, et je sais que c'est pas que moi. Nous l'avons tous. Nous sommes tous deux facettes d'une même médaille. C'est la condition d'être humain, c'est la dualité. Et la dualité, c'est pile et face, c'est bon et mauvais. C'est les deux ensemble. Et ce que j'ai vu, c'est que j'avais du coup ces deux facettes-là et que je ne peux pas choisir qu'une seule facette. Si je choisis le côté pile, ça va avec le côté face. Ça va ensemble. Donc, si je contacte Mère Teresa, je contacte en même temps Hitler. Les deux ne va pas, enfin, ils sont indissociables. Et du coup, le fait de prendre conscience de ça, plutôt que de me fatiguer à toujours être dans cette quête de la perfection, de toujours être bienveillante, gentille, etc., je me suis dit, et si je m'autorisais ce que je ne me suis jamais autorisé, être une connasse, être aigrie, être méchante, être malveillante, être jugeante. Ça ne veut pas dire que je me complais dedans et que je vais nourrir ça, mais que je ne peux pas nier que j'ai ça en moi aussi. Et que plutôt que de dire « Ah non, 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 mais moi je suis coach, moi je suis spirituelle, et moi non, je ne juge jamais, mais mon cul, tu juges !» Et donc, et ça, je trouve que tu vois, dans le milieu spirituel et du dev perso, il y a énormément d'hypocrisie et beaucoup... J'allais dire l'hypocrisie, mais c'est même pas de l'hypocrisie, c'est on se voile la face. Non, je suis désolée, là, toutes les personnes qui écoutent. Non, je suis désolée, ça va pas vous faire plaisir, mais vous n'êtes pas que lumière.
Non. On est, enfin, à un niveau ultime, oui, mais on est, en tant qu'être humain, on est ombre et lumière. Voilà, c'est ce que j'allais y venir justement. Tu parles beaucoup d'ombre et lumière. Moi, j'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions. On est ombre et lumière, effectivement. C'est un petit peu les deux facettes dont tu parles justement, etc. Et effectivement, l'amour est vraiment là, à notre disposition, effectivement. Mais tu vois bien que voilà, on est toujours en train de parler un peu de ces voiles, de ces même dans le domaine du développement personnel où tout le monde pense que voilà. Et moi, j'aimerais que tu nous parles de ta vision de l'ombre et de la lumière, justement, d'accepter toutes les facettes de son humanité. C'est ce que tu viens de nous dire. On est incarné, effectivement, donc forcément, on vient vivre une expérience où on a la densité de la matière, on a toute la partie invisible, visible, on appelle ça vraiment comme on veut, hein, on peut vraiment le donner différents noms. Je trouve que ombre et lumière, c'est assez intéressant. Comment on peut accepter toutes les facettes de son humanité finalement? Parce que c'est finalement ce qu'on recherche tous, non? Déjà, comme je disais juste avant, la première étape, c'est le reconnaître, le voir. Arrêter de nier, tu parlais de voile, c'est enlever le voile sur ça. Et c'est arrêter, comme j'aime bien dire, de vivre en mode hiéroglyphe, c'est-à-dire de profil et en montrant uniquement son beau profil. Moi, c'est clair que je préfère mon profil droit, tu vois, je le trouve plus sexy. Mais j'ai aussi un profil gauche, tu vois. Et je peux pas nier. Et donc, plutôt que de vivre de profil, vivons de face. Et donc, déjà, ça, de nous, déjà, vis-à-vis de nous-mêmes, déjà, ça détend parce qu'on n'a plus rien à cacher, en fait. J'ai rien, bien sûr que, j'ai rien à cacher. Bien sûr que j'ai encore des fois des freins et des limites, mais en tout cas, plus j'avance sur mon chemin et plus j'essaye de m'en montrer vraiment tel que je suis, justement dans toutes les dimensions de mon humanité. Et la première chose, c'est déjà, oui, de faire le constat et de reconnaître que nous avons ces deux facettes-là. Et donc, sur le moment, c'est vraiment, pour moi, la première étape, c'est beaucoup d'honnêteté envers soi-même et c'est déjà de reconnaître ce qu'on vit et ce qu'on ressent ici et maintenant. C'est-à-dire que même, par exemple, pour les personnes qui regardent cette émission ou qui l'écoutent, peut-être qu'il y a des pensées qui les traversent, peut-être qu'il y a des jugements par rapport à ce que je dis, par rapport à mon physique ou j'en sais rien. Peu importe le type de jugement, et admettons des jugements dits entre guillemets négatifs. Et déjà, c'est la première chose, c'est de reconnaître qu'il y a eu un jugement. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste de reconnaître, tiens, je l'ai jugé sur son physique, je l'ai jugé sur ce qu'elle dit, sur je sais pas quoi. C'est juste de reconnaître ça et de dire en tant qu'être humain, je juge. Et ça ne veut pas dire après nourrir ce jugement-là ou nourrir, le négatif ou la malveillance, mais c'est juste de reconnaître que même moi, la première, des fois, même si c'est pas ma préférence, à l'instant zéro, la pensée qui émerge, c'est une pensée qui juge, ou qui est pas très bienveillante. Je remarque. Et ensuite, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je décide de la nourrir ou est-ce que je décide juste de la reconnaître, de dire c'est là, voilà. Et je trouve que c'est beaucoup moins violent de reconnaître finalement notre violence que de la renier. Et pour moi, la violence est d'autant plus violente que quand elle est reniée, en fait. Mais quand elle est acceptée, quelque chose qui est vu, qui est reconnu, ça n'a plus besoin d'exister. Ce qui est vu est sauvé. J'aime bien cette phrase. Ce qui est vu est sauvé. Donc, si je vois ma violence, je la dissipe. Elle est dissipée sur le moment. Par contre, si je la renie, c'est comme ça qu'après, ça donne des personnes toxiques, malveillantes et destructrices. Mm-hmm. Oui, ça vient chercher un petit peu. Ouais. Alors, je sais que dans ton parcours, Maïlan, le livre Les guerriers pacifiques a marqué ton parcours. Hein, c'est même lesguerrierspacifiques.com, c'est ton site, c'est là qu'on peut retrouver tout ton univers. J'en parlais un petit peu en fin d'émission, justement. Moi, j'aime bien ce mot guerrier pacifique. Tu vois, il y a vraiment ombre et lumière. Là, il y a vraiment un truc. J'aimerais que tu nous donnes ta vision parce que tu incarnes tellement. J'aimerais que tu nous dises comment tu vois, accepter toutes les parts de son humanité, effectivement, parce que tout à l'heure, on peut avoir Mère Teresa en nous, Claire, on peut avoir ombre et lumière. Toi, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, par exemple, sur ce livre, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être déjà?
Ouais, donc c'est le livre, moi, qui a changé ma vie quand j'avais 19 ans, c'est mon professeur de Kung-Fu de Shaolin qui m'avait prêté son exemplaire quand j'avais 19 ans, sachant qu'avant, j'aimais pas lire, donc voilà, donc vraiment découverte totale. Et comme tu disais en introduction, moi, depuis toute petite, je me suis toujours posé des questions sur le sens de la vie, en fait. Et j'avais jamais eu de réponse. En tout cas, jamais qui m'avait convaincue ou qui m'avait parlé. Et quand j'ai découvert ce livre, c'était une révélation parce qu'il est venu vraiment répondre à toutes les questions que je me posais sur la vie, sur le sens de la vie et sur le bonheur en général. Et ce livre, en fait, donc c'est un roman initiatique basé sur une histoire vraie, donc l'histoire de Dan Millman, donc l'auteur du livre, qui était champion du monde de trampoline aux États-Unis et en gros qui avait tout pour être heureux. Sportif de haut niveau, beau gosse, en bonne santé, il avait tout pour être heureux et pourtant il ne l'était pas. Et il faisait régulièrement des rêves sur la mort. Et puis un jour, justement, il n'arrive pas à dormir. Puis il va faire son jogging à 2h du matin, ou je ne sais pas quelle heure du matin, dans le campus. Et il va se tomber sur une station de service ouverte où il va s'acheter un petit truc à manger. Et il va rencontrer le pompiste qui va lui dire des choses qui vont l'interpeller. Et ce pompiste va devenir progressivement son mentor. Et il décide d'aller le voir chaque nuit. Et en fait, il va lui enseigner l'art d'être un guerrier pacifique et donc l'art d'être heureux sans raison. Et donc, ça veut dire comment être heureux indépendamment des conditions extérieures. Et voilà. Et du coup, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis dit, voilà, c'est ce dont j'avais besoin, c'est ce que je cherchais depuis toujours. C'est comment être heureux sans raison. Et j'ai compris surtout que le bonheur était un état d'esprit, qu'il ne dépendait que de nous. Et surtout de notre vision des choses. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce livre, il a tellement changé ma vie que du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais être une guerrière pacifique. Et du coup, c'était le début, vraiment le tout début de mon propre cheminement personnel. Donc, j'avais 19 ans. Et après, j'ai jamais arrêté, en fait. Et donc, en tout cas, c'était le point de départ, c'était ce livre, en tout cas, moi, qui répondait à énormément de questions sur le sens de la vie et le bonheur, le vrai bonheur. Oui, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en début d'émission, où tout est là, en fait. C'est d'abord en nous, en fait. Et peut-être qu'on prend un petit peu trop en compte les choses qui se passent à l'extérieur. Effectivement, c'est intéressant d'avoir cette mise... ce projecteur mis là-dessus, justement. Alors, on a parlé de pas mal de choses, d'accepter dans toutes les facettes de son humanité. Tu vas organiser un événement fin novembre, le 28 novembre 2020, exactement, à la Polythéâtre à Paris, les Guerriers Pacific Day, où en fait, il va y avoir vraiment une thématique, c'est se dire oui sans compromis. Alors, je vais te laisser dire la thématique globale exactement, et puis nous parler un petit peu de l'événement, parce que c'est vraiment un événement, moi je vous conseille d'aller, parce que c'est très très important d'aller s'imprégner de toute cette profondeur, de toute cette pureté. Moi je te trouve très pure, voilà, il y a vraiment tout cet amour inconditionnel qui traverse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement? Ouais. C'est un projet qui vraiment me tient à cœur et qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Et alors le thème de la journée, c'est une journée pour se dire oui sans compromis et débrider sa spiritualité. Bon, petit jeu de mots avec mes origines. Voilà, donc vous aurez compris que j'aime bien l'humour. Et justement, débrider, se dire oui sans compromis, en fait, voilà, c'est un peu l'expérience que je raconte. C'est vraiment se dire oui sans compromis, c'est oser se mettre en priorité, oser se choisir, oser se dire oui et oser utiliser son droit au bonheur, quoi. Et c'est vraiment ça. Et débrider la spiritualité, justement parce que je trouve que, comme j'en parlais un peu avant, je trouve que, comment dire, des fois, ouais, je trouve que la spiritualité a besoin d'être modernisée aujourd'hui et qu'elle est en train de se moderniser dans la vision, dans les pratiques, qu'il y a des accès je pense, de plus en plus rapides pour trouver la paix en soi, qu'on n'a pas besoin de plein d'artifices, on n'a pas besoin du déguisement, je ne rentrerai pas dans les détails, du déguisement.
Du déguisement du spirituel, du phrasé du spirituel, et qu'on peut être une personne normale, être profondément spirituelle. Qu'on n'a pas besoin de dire namasté à toutes les phrases pour être spirituel, qu'on peut le faire, on peut l'être de manière beaucoup plus simple. et voilà, et d'avoir tout l'attirail qui va avec. Et pour moi, voilà, débrider la spiritualité, parce que je trouve beaucoup aussi que dans des fois, pas souvent, dans le milieu de la spiritualité, des fois c'est très guindé, c'est très sérieux, voilà. Et moi, je trouve que pour moi, la plus grande des sagesses, c'est le sens de l'humour, l'autodérision. Et quand je dis autodérision, c'est pas la dénigration ou la dévalorisation, mais c'est bien l'autodérision. Et pour moi, c'est peut-être une des plus hautes formes de sagesse, c'est quand on rigole, quand il y a de la joie, quand il y a de l'humour. Moi, je peux rigoler de à peu près de tout. Et c'est pas que je me fous de tout, c'est juste que je peux me mettre dans cet espace-là, je vais dire en hauteur d'une certaine façon, qui fait que je vois les choses. Ça ne veut pas dire que je suis pas affectée, mais il y a un espace en moi qui peut voir les choses avec beaucoup de recul, en fait. Et donc, pas toujours, hein, bien sûr. Mais voilà, et donc débrider la spiritualité, voilà, je me suis dit, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit être coincé du cul. On peut être spirituel et se poiler et se marrer. Et c'était du coup l'intention de cette journée, notamment à travers les intervenants que j'ai choisis. C'est des personnes qui, de mon point de vue, et ça c'est hyper important pour moi, incarnent leur message. Parce que des enseignants spirituels ou des coachs, il y en a des milliers, des centaines. Par contre, des personnes qui incarnent vraiment leur message, c'est-à-dire qu'elles font ce qu'elles disent et qui disent ce qu'elles font, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins, en tout cas. Et donc, j'ai choisi déjà mes intervenants sur ce critère-là, parce qu'en tout cas, elles me semblaient, même si je ne les connais pas, je ne vis pas avec elles, mais elles me semblent relativement alignées et plutôt alignées avec leur message. C'est souvent des personnes qui sont humbles, simples, voilà, qui sont pas... Et surtout, aussi donc une certaine puissance, parce que je pense que quand on vit dans l'amour comme ça et qu'on garde cette humilité, cette simplicité, cette légèreté dont tu parles, effectivement, je pense que là, on devient beaucoup plus puissant, justement. Ouais. Et c'est ça. Et du coup, voilà. Et c'est parce que, et surtout, le but de cette journée, et que je veux différente de moi des séminaires auxquels moi j'ai assisté, c'est que je veux que ce soit axé sur l'expérience. Donc, c'est pas juste une série de conférences où les gens seront assis dans leur fauteuil bien calés. C'est que ils vont aussi participer. On va danser. Après, je veux pas tout dévoiler, mais on va pas rester assis toute la journée. On va bouger, on va pratiquer. En tout cas, c'est vraiment le mot d'ordre à tous les intervenants, c'est qu'il y ait au moins un tiers de leur intervention de pratique. Et donc, pour moi, c'est hyper important parce que pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est par l'expérience. Donc, des belles conférences, on peut en avoir plein sur YouTube. Et moi, je voulais apporter autre chose. C'est magnifique, on a hâte d'y être. Donc, je vais vous mettre le lien, bien entendu, là, sous l'émission, dans le descriptif de l'émission, les guerriers pacifiques day.com. On vous mettra tout de toute façon. Alors, Maëlane, on va terminer cette émission. J'étais vraiment ravie de tout ce qu'on a abordé. C'est très, très profond, très intéressant. Est-ce que pour le mot de la fin, tu pourrais donner un conseil pour garder le smile, sourire? Moi, j'aime bien dire souvent aux gens que j'accompagne, va là où la joie t'appelle, ici et maintenant. Très beau. Va là où la joie t'appelle. C'est tout. C'est l'essentiel, je pense, là. Ouais. Merci. Pour moi, c'est que ça. Il n'y a que ça, en fait. Merci beaucoup, Maëlane. Alors, je vais tout vous mettre. Je vais vous mettre le lien donc pour rejoindre l'événement de Maëlane qui aura lieu donc le 28 novembre à l'Apollo-Théâtre à Paris, donc le 28 novembre 2020, bien sûr, cette année, avec des intervenants et des invités merveilleux. Vous découvrirez ça en direct live. Vous pouvez retrouver Maëlane donc sur lesguerrierspacifiques.com. Pareil, je vous mets tout dans le descriptif de l'émission. Et puis, moi, j'ai envie de reprendre une des phrases que j'ai trouvées sur ton site, que j'ai trouvé vraiment
très intéressantes. Et puis, on finira là-dessus pour aujourd'hui. Je vous laisserai méditer là-dessus, puisqu'on a commencé par méditer avec l'éveil de Mylan. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà ce que tu mets sur ton site, Mylan. Et je pense que à un moment donné, voilà, il faut choisir d'être prêt aussi pour que le maître apparaisse. Donc, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Mylan. Merci à toi. Je te dis à très bientôt, en novembre en tout cas, sur ton événement. Et puis de passer une très très bonne journée, mes très chers auditeurs. Au revoir. Merci à vous. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.